J'ai déjà eu l'occasion de faire des présentations de Lucratie, mais vu l'importance de la chose, il m'a paru opportun d'en faire une plus concise. Ces présentations conservent néanmoins leur intérêt pour ceux qui veulent approfondir. Et à propos de concision, s'il fallait résumer le concept en une phrase brève, je dirais régime politique où les décisions se prennent sur la base du bien commun. Bien sûr, c'est loin de suffire. Quelqu'un qui me dirait ça, moi je rigole, évidemment. Car cela appelle en réalité deux questions. Qu'entend-on par bien commun exactement? Et puis surtout, comment on fait concrètement pour que les décisions soient en effet conformes à ce bien commun? Toute la question est là, bien sûr. Alors avant d'y répondre, on peut quand même préciser un peu mieux le concept. Dans presque tous les régimes politiques ou modes de délibération collective, c'est pareil. Pour décider, on se réfère à l'avis de certaines personnes. Le roi en monarchie absolue, les députés, le président, les propriétaires. Vous retrouvez ici la notion de pouvoir. Et même en démocratie directe, on se réfère à l'avis de la majorité des votants. Il s'agit donc bien de certaines personnes. Eh bien, en Eucratie, c'est différent. On se réfère à une éthique. Alors, il y a quand même des trucs qui existent, qui peuvent être vus comme pré-eucratiques, disons. Par exemple, dans l'oligarchie élective actuelle, il y a ce qu'on appelle la Constitution, les droits de l'homme. Une décision des députés ou du gouvernement peut être cassée par le Conseil constitutionnel. Sauf que cela ne limite que fort peu les pouvoirs, puisque rares sont les lois qui vont être considérées comme anticonstitutionnelles. Ils ont bien le choix quand même. Tandis que ce qu'on va voir ici avec Lucratie, c'est un critère qui va limiter considérablement les choix. De sorte que il y a une très sérieuse limitation en fait du pouvoir, voyez, de l'intérêt d'être celui qui décide, puisqu'il n'a pas trop le choix en fait de la façon de décider. Et ça c'est intéressant parce que le pouvoir, induit la soif de pouvoir, qui induit les conflits pour le pouvoir, et je vous laisse imaginer toutes les conséquences bien concrètes que ça a dans notre civilisation humaine depuis des siècles. Alors, il y a aussi un autre truc qu'on pourrait invoquer comme étant donc proche de Lucratie, c'est ce qu'on a parfois appelé la théocratie, les trucs comme la charia par exemple, puisqu'en effet il s'agit de se référer à un texte. Bon, sauf qu'il s'agit quand même, dans ces cas-là, d'un texte, on va dire, quand même assez touffu, pas forcément très limpide, ni très cohérent d'ailleurs, d'où la nécessité quand même de l'interpréter, ce qui donne un pouvoir de fait aux interpréteurs, le clergé, voilà, les théologiens, tout ça. À commencer par le pouvoir du gourou qui prétend parler au nom d'une entité supérieure, bien sûr. Alors on va voir qu'on est totalement à l'opposé de ça avec Lucratie. Quelle est donc cette éthique, ce bien commun? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un bien qui est commun, plus précisément un objectif susceptible d'être partagé par tout le monde. Je veux dire spontanément, sans qu'il y ait besoin d'introduire un quelconque arbitraire ou croyance particulière. Mais quel objectif peut être commun à tous les humains? Eh bien, je crois que l'on peut en effet formuler une telle chose, et je propose donc le plus grand bien-être possible de tous les êtres sentients, présents et à venir. Bon, vous pouvez remplacer sentient par humain, ce sera déjà pas mal. Cette formulation, toutefois, n'est pas suffisante, car elle ne dit pas comment choisir entre plusieurs cas où le bien-être serait le même en moyenne, mais où dans l'un, par exemple, il serait à peu près équitablement réparti entre tous les êtres, et puis dans l'autre, il y aurait de fortes disparités. Certains êtres seraient sacrifiés pour le bien-être d'autres. D'où l'ajout de la précision suivante, en plus, à savoir que pour comparer la situation, les bien-être, on va commencer par examiner les bien-être les plus faibles. En quelque sorte, ce que l'on va chercher, c'est le plus grand, plus petit bien-être. En somme, on va travailler d'abord, bien sûr, en pratique à la réduction de la souffrance avant de s'attaquer à l'accroissement des plaisirs. C'est ce que l'on peut appeler d'ailleurs l'utilitarisme solidaire. Et si vous trouvez cet objectif encore un peu trop fumeux, difficile à exploiter pour prendre des décisions concrètes, eh bien on peut préciser les choses, en déduire des principes constitutionnels en quelque sorte. Ce que je vais faire. Ainsi, eh bien, je propose le principe suivant, la préservation de l'environnement, bien commun s'il en est. On pourrait plus précis, bien sûr, d'un environnement sain, des ressources naturelles, etc. Car en effet, il y va là de la non-souffrance des générations futures, tout simplement.
Autre exemple, que je poserai donc comme un deuxième principe constitutionnel, en démocratie, la satisfaction des besoins fondamentaux de tous les humains, puisqu'en effet cette satisfaction semble prioritaire à celle de désirs plus accessoires. Concrètement, il s'agirait de faire en sorte que tout le monde ait de quoi manger sainement, ait un logement, vous voyez. Il s'agirait en somme d'appliquer un certain nombre d'articles ici de la Déclaration des droits de l'homme, qui ne sont pour l'instant que de belles paroles, bien entendu. Et vous voyez donc, là, que si l'on met en place une eucratie, ça change radicalement l'état du monde. On est donc bien dans quelque chose de très concret. Alors d'autant plus, évidemment, que son application serait étendue. Ça en serait fini de la destruction environnementale, des injustices et de la pauvreté en général, puisque techniquement, on est parfaitement capable de réaliser cet objectif aujourd'hui. Ce n'est qu'un problème politique, donc. Et je rappelle qu'en plus, il y aura beaucoup moins de conflits du fait que ceci résulte pour l'essentiel de la soif de pouvoir. Alors, il y a encore une autre précision qui est nécessaire afin d'avoir l'objectif le plus universel et consensuel possible. L'évaluation des conséquences d'un choix se ferait par l'application de la démarche scientifique, qui dans la plupart des cas se résume au bon sens, à l'observation, l'expérimentation, tout ça. Enfin, une dernière chose concernant les avantages d'un tel système, s'il serait de toute évidence fraternel, puisque objectif commun, égalitaire, au sens de l'équité bien entendu, qu'en est-il de la liberté dans un tel système? On peut en effet se poser des questions à ce sujet, puisque j'ai dit que ce n'était pas l'avis de personne qui importait, vous voyez, mais une éthique. Et c'est là qu'il faut se poser la question de savoir ce qui nous intéresse dans le fait d'être libre, de ce qui nous importe en fin de compte. Ce qui nous importe, c'est que les décisions qui sont prises soient conformes à ce que l'on souhaite, peu importe qui les prend. Or, un problème, c'est que comme tous les systèmes politiques ayant dominé jusqu'à présent sont basés sur le pouvoir, et que dans un tel système, le meilleur moyen pour faire en sorte qu'une décision soit conforme à ce que l'on souhaite, c'est de la prendre soi-même, d'obtenir le pouvoir donc. Pour beaucoup de gens, il y a confusion. Ils pensent qu'être libre, c'est décider des choses par soi-même. Alors, s'ils ont raison, effectivement, dans la situation actuelle, ce n'est pas le cas en général, et ce ne sera plus le cas en eucratie. D'ailleurs, j'irai même plus loin. Prendre une décision soi-même n'est pas la garantie qu'elle nous satisfasse, qu'elle soit, je veux dire, conforme à notre éthique, à notre propre intérêt. On peut en effet se tromper. Il peut être préférable, parfois, de la confier à une personne que l'on estime plus compétente, et en laquelle, évidemment, on a suffisamment confiance. Tout ça pour dire que si l'éthique du bien commun que j'ai présentée tout à l'heure vous convient personnellement, c'est-à-dire que vous aspirez à votre plus grand bonheur dans la limite où vous ne nuisez pas ainsi à celui d'autrui, eh bien l'eucratie est le système le plus avantageux pour vous du point de vue de votre liberté. Mieux, vous y êtes parfaitement libre. Et même si ce n'est pas le cas, que vous êtes égoïste au sens où nuire à autrui ne vous dérange pas plus que ça, ce peut quand même être un système qui reste intéressant pour vous, du fait de ses avantages. Il ne sera pas totalement libéral pour vous, mais tout de même, je rappelle que même dans une démocratie directe, si vous n'êtes pas majoritaire, eh bien des décisions qui vous disconviennent même fortement peuvent vous être imposées quand même. Et une différence avec même une démocratie directe, c'est que en eucratie, les décisions vont être plus prévisibles. Vous voyez, parce que tout le monde connaît l'éthique, tandis que ce que vont choisir vos congénères, la psychologie humaine, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Donc ça peut avoir un côté moins stressant, on va dire. Donc, effectivement, on peut conclure que l'eucratie permettrait de réaliser le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Là encore, ce ne serait plus que des belles paroles. Et venons-en maintenant à la question fondamentale du comment, à savoir c'est quoi concrètement l'eucratie en fait. Pour assurer, vous voyez, la conformité des décisions avec le bien commun, il faut deux choses. Suffisamment d'études et de réflexion, d'une part, mais aussi suffisamment de contrôle, en fait, vous voyez, pour que personne ne puisse s'avantager au détriment du bien commun, typiquement. Dans une eucratie, tout citoyen pourrait signaler un problème qu'il rencontre, une idée qui lui paraît utile aussi. Il serait même invité à le faire d'ailleurs. Ce signalement serait traité par un jury au besoin établi pour l'occasion. Jury qui devrait rechercher la mesure la plus favorable au bien commun, telle que nous l'avons définie bien entendu. Puis il publierait sa proposition ainsi que toutes les analyses y ayant conduit. À la suite de quoi
Si un citoyen pense avoir une meilleure solution, qu'il est capable d'expliquer pourquoi, eh bien il pourra la soumettre au jury et s'il s'avère qu'en effet elle est meilleure, elle devra être adoptée. Mais comment établir qu'elle est meilleure, me direz-vous? Eh bien grâce à l'éthique de référence, c'est là tout son intérêt. Alors il est d'ailleurs possible, c'est vrai que du point de vue de cette éthique, plusieurs solutions soient équivalentes, principalement à cause de l'imprécision sur les prévisions. Mais ce n'est pas gênant, puisque précisément, elles sont équivalentes, vous voyez, du point de vue de notre éthique. Dans ce cas-là, la solution que je propose, c'est de s'en tenir à la première retrouvée, car c'est l'option la plus économique, en fait, vous voyez. Et très concrètement, supposons que les protagonistes ne parviennent pas à se mettre d'accord quant à la supériorité éventuelle d'une proposition, que l'un d'eux ne soit pas convaincu par les arguments de l'autre, ce qui peut se produire en effet à cause de certains travers humains, tout simplement le manque d'intelligence. Voilà. Eh bien, dans ce cas, un jury d'appel est sollicité qui va trancher quant à la validité des différents arguments et donc des différentes propositions. Mais aussi, tous ces échanges seront publics. N'importe qui pourra toujours vérifier ce qui s'est passé de façon à juger voilà, de qui était éventuellement fautif ou pas. Ainsi, pas de risque, vous voyez, d'abus de pouvoir, ni de blocage de décision sans raison valable. Et vous voyez donc que dans ce système, c'est bien le peuple qui a le dernier mot, le pouvoir, et qu'il peut donc, ce système, être qualifié de démocratique. Alors, bon, je n'ai fait là, bien sûr, que jeter les fondements. Il y a plein de détails, et vous pouvez vous y atteler si vous le souhaitez, qui peuvent être ajoutés pour perfectionner ce système. Je dirais simplement, vous voyez, pour résumer, que ce système fonctionne grâce à deux choses. Une éthique commune suffisamment précise et universelle d'une part, et une bonne organisation ainsi qu'une grande transparence de toutes les activités délibératives d'autre part. Il ne reste plus qu'à le mettre en œuvre, et ainsi bien sûr l'améliorer, sauf que pour ça, il faut d'abord que suffisamment de gens le connaissent, et je compte sur vous.